l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis les élections législatives en 2022, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée en France a fait plonger le pays dans une instabilité gouvernementale et parlementaire inédite sous la Ve République. La dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 n'a pas permis de trouver une majorité et mardi, un troisième Premier ministre a été nommé en moins d'un an avec Sébastien Lecornu, ex-ministre des Armées. Alors pourquoi ça bloque? Analyse, mise en perspective et piste d'explication avec notre invité. Il est constitutionnaliste et directeur du Centre de recherche de l'École de droit de Sciences Po. Bonjour Guillaume Tussaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors ce que l'on vit, est-ce que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République ? Assurément, dans l'histoire de la Ve République, ça ne s'est jamais produit et la Ve République nous avait plutôt habitués depuis l'époque de Gaulle, donc depuis l'époque des origines, à une forme de clarté sur le plan politique. Soit on avait une Assemblée nationale dotée d'une majorité très nettement dans le camp du président de la République, soit on avait une majorité nettement située à l'opposé du président de la République. Donc soit on avait une présidence qui pouvait s'appuyer sur l'Assemblée nationale, soit au contraire on était en situation de cohabitation. On a eu des exemples un peu plus marginaux, avec des majorités simplement relatives. C'était le cas de Michel Rocard en 1988. La situation de Valéry Giscard d'Estaing aussi dans les années 70, qui était un peu plus compliquée que ça, puisqu'une partie de sa propre majorité était gaulliste et donc plutôt réticente à l'endroit de Valéry Giscard d'Estaing. Mais on n'avait jamais eu de situation telle que celle qu'on connaît aujourd'hui, où il est à peu près impossible d'identifier une majorité absolue ou de construire une majorité absolue, soit pour s'opposer franchement au président de la République, soit au contraire pour soutenir la politique qu'il mène. Et à quel autre moment de l'histoire, de l'histoire politique récente de la France, peut-on rapprocher cette crise actuelle ? Mais la tentation, ce serait de la rapprocher de la 4e République, où on avait, mais avec un rythme encore plus effréné que celui que l'on connaît aujourd'hui, une valse des ministères et des gouvernements qui durait en gros 6 mois, à peine plus en moyenne, et qui conduisait à ce qu'une certaine instabilité politique, en tout cas, se fasse jour. Mais la différence, c'est que sous la 4e République, il était entendu que le président de la République était relativement effacé, était en retrait par rapport au quotidien de la gestion des affaires politiques. Donc la situation d'aujourd'hui est véritablement unique de ce point de vue. Alors l'Assemblée nationale, composée de 577 députés, est répartie en 11 groupes parlementaires actuellement. Il n'y a aucun groupe qui ne détient la majorité absolue, vous l'avez dit. Point positif, donc il y a une plus grande diversité à l'Assemblée. Pourtant, cette diversité, on ne la retrouve pas dans les gouvernements. Oui, ça c'est assez logique, puisque un gouvernement qui doit s'appuyer sur une majorité, en général, va essayer de chercher la majorité minimale et donc ne va pas chercher forcément à regrouper des personnes provenant de chacun des groupes qui composent l'Assemblée. Puis il ne faut pas nier aussi qu'il y a des divergences idéologiques. La diversité, c'est aussi la diversité des programmes, des optiques politiques, des projets pour la France que font valoir ces différents groupes, ces différents partis. Et il est assez logique qu'ils ne puissent pas s'entendre sur tout. Mais il est vrai qu'on a pu observer dans les derniers gouvernements qui ont été mis en place que l'effort pour construire une majorité large, pour aboutir à trouver un chemin, pour reprendre une expression que François Bayrou a beaucoup utilisée, pour trouver des compromis, n'a pas été poussé aussi loin qu'il aurait pu l'être. Mais pourquoi vous dites que c'est logique ? On observe une réelle incapacité des hommes, des femmes politiques et de leur parti au consensus. Pourquoi le consensus semble impossible ? Alors il semble impossible, peut-être au-delà de la conjoncture de la situation actuelle qui résulte de l'élection de 2024, du fait d'une tendance lourde du paysage politique depuis une quinzaine d'années. Il faut en fait se déshabituer de ce qu'on a connu sous la majeure partie de la Ve République, avec des alternances claires, avec un pôle de droite, un pôle de gauche. Aujourd'hui, le paysage politique est assez durablement divisé en 3, 4 grands pôles politiques, une gauche radicale, une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement, une extrême droite, et évidemment, les orientations idéologiques des uns et des autres sont assez radicalement incompatibles. Donc cette polarisation et le fait que les électorats soient de plus en plus durablement attachés
à l'un ou l'autre de ces bords politiques font que la construction de compromis, d'entente, les accommodements sont de plus en plus difficiles. Et à cela s'ajoute une tendance qui est très lourde aussi dans la vie politique, pas seulement en France, mais dans la plupart des pays occidentaux et aussi des pays non occidentaux, c'est la radicalisation de la conflictualité politique. De plus en plus, on ne va pas considérer celui qui appartient à un parti différent du sien comme simplement un adversaire, un rival légitime, qui est tout à fait bienvenu à nous battre lors d'une élection et qu'on essaiera de battre lors de l'élection suivante. On finit par considérer l'adversaire comme un ennemi. Et c'est ce qu'on observe dans certains discours aujourd'hui. Immédiatement, on entend destituer l'adversaire politique. On lui refuse le droit d'exercer le pouvoir. On annonce d'emblée qu'on va le censurer. Donc la figure de l'adversaire politique tend à s'estomper et la figure de l'ennemi à abattre à émerger et à inspirer le discours, le rapport politique. Et de ce fait, naturellement, le compromis, l'entente, la coalition semblent de plus en plus difficiles. Et comment est-ce que vous qualifieriez la crise actuelle? Une crise politique, une crise institutionnelle, crise constitutionnelle, crise de régime? Comment vous l'appelleriez? Les appellations mériteraient d'être précisées chacune en elle-même. Je pense qu'on est plutôt dans une crise politique, une crise du rapport politique, une crise de la culture politique, une crise du système des partis aussi, et une crise de la prise en compte de la volonté des électeurs par les acteurs politiques, beaucoup plus que dans une crise de régime. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas problématique pour autant, parce que les institutions de la Ve République me semblent tout à fait capables d'absorber et de survivre, de surmonter l'obstacle de la situation qui résulte de 2022 avec une majorité simplement relative, 2024 avec une majorité introuvable. Des textes sont adoptés, il y a des outils constitutionnels pour surmonter ce type de difficultés et prendre des décisions malgré tout pour que l'État avance. Mais ça ne nous sort pas pour autant de la difficulté, parce que précisément ce que reprochent certains électeurs et certaines forces politiques aux institutions de la République, c'est d'être d'une certaine manière hermétiques aux circonstances politiques, et donc de continuer leur chemin, d'avancer malgré les messages que peuvent envoyer les électeurs. Donc la solidité même de la Ve République peut conduire à ce qu'on la comprenne comme étant tout à fait indifférente à la volonté de l'électorat. Et est-ce que dans cette situation, il existe une solution constitutionnelle qui pourrait paraître envisageable, qui pourrait aider à résoudre cette crise? Alors une solution constitutionnelle, c'est-à-dire si l'on met de côté la solution politique qui serait de tenter de trouver un accord, de tenter de former une plateforme de gouvernement où s'accommodent les volontés des uns et des autres, c'est assez immédiatement à l'outil de la dissolution que l'on pense. Le président de la République est à nouveau en situation de dissoudre. La difficulté, c'est naturellement ce qu'il y a à espérer d'une éventuelle nouvelle dissolution. Il y a un risque politique pour celui qui déclenche la dissolution, s'il subit une nouvelle défaite, même s'il n'a pas complètement ou ouvertement admis avoir été défait en 2024, il y a un risque politique pour l'ensemble des forces politiques qui sont présentes au Parlement, qui ne sont pas certaines de retrouver des députés en nombre aussi grand qu'elles en ont aujourd'hui. Et surtout, il y a un risque systémique qui est, est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport au paysage actuel? Et si on se retrouve d'ici quelques semaines avec un Parlement aussi divisé, au bout du compte, on aura remis une pièce dans la machine de l'instabilité, de la polarisation, de l'hystérisation, de la tension du débat politique, et on ne sera pas sorti de la crise pour autant. De nombreux États de l'Union européenne ont adopté des systèmes électoraux à la proportionnelle, à commencer par l'Allemagne. Doit-on s'en inspirer? C'est difficile à dire parce que on présente la proportionnelle comme favorisant le compromis. En réalité, la proportionnelle va conduire les forces politiques à tendanciellement se présenter de manière dispersée aux électeurs, et une fois élues, puisqu'aucune n'aura la majorité du fait de l'effet du mode de scrutin, elles chercheront à former une coalition. Donc la coalition sera post-élection, et c'est là qu'on y réfléchira. À l'inverse, le système de scrutin majoritaire, à un tour ou à deux tours, surtout à deux tours, puisqu'à un tour, il conduit assez mécaniquement à ce qu'un des
les grands partis aient la majorité, conduit plutôt à ce qu'on cherche à bâtir la coalition en amont de l'élection. C'est ce qu'a fait par exemple le nouveau Front populaire. Et de ce point de vue, il y a une certaine clarté à dire aux électeurs, voilà, nous allons unis aux élections, nous nous présentons groupés à vos suffrages et voici la politique que vous aurez si vous votez pour cette coalition préélectorale. Dans la proportionnelle, c'est un peu la surprise. Et dans certains États, c'est par exemple le cas en Belgique, où la proportionnelle a des effets de dispersion du paysage politique très brutaux, très nets. La difficulté pour l'électeur, c'est qu'il ne sait pas quel gouvernement va émerger, il ne sait pas quel parti va être au pouvoir, avec quelle coalition plus ou moins inattendue. Et ensuite, il est extrêmement difficile à l'élection suivante de rendre la coalition responsable de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a bien fait, de ce qu'elle a mal fait, et parce qu'on ne sait pas si c'était tel parti de gauche, du centre, de droite, avec quelle ou telle tendance qui a agi. Donc du point de vue du rapport politique, la proportionnelle, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et on a vu des crises assez importantes. Vous parlez en Belgique, mais aussi en Espagne, de blocage politique assez important. Oui, et en Belgique surtout. Et la proportionnelle a aussi la difficulté suivante, c'est qu'elle fonctionne en provoquant du consensus, mais parfois ce consensus est aussi le préalable d'un bon fonctionnement de la proportionnelle. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'interaction entre le dispositif technique électoral et la culture politique qu'il présuppose et qu'il contribue à former aussi. En France, on s'est déshabitué sous la Ve République au compromis, parce qu'on avait l'habitude de voir des blocs de gauche avec un parti communiste, un parti socialiste à une certaine époque, des blocs de droite avec une droite libérale, celle de l'UDF par exemple, une droite gaulliste, le RPR, l'UMP par la suite, alterner au pouvoir. Cette clarté s'est perdue aujourd'hui et on se retrouve dans la situation où, déshabitué du réflexe de chercher des coalitions, de chercher des accords, on se trouve désorienté et on n'arrive pas à les faire. Et Guillaume Tussaud, une dernière question pour conclure cette interview. Comment est-ce que vous voyez la suite, tout simplement? Qu'est-ce qui permettrait en tout cas de retrouver une stabilité? Mais la grande échéance à laquelle tout le monde pense, et c'est peut-être l'obsession qui conduit à ce que le paysage politique soit dans une situation aussi complexe, c'est l'obsession de l'élection présidentielle de 2027. La tendance dans la part du personnel politique, tout parti confondu, ça a été d'une certaine manière d'enjamber le second quinquennat d'Emmanuel Macron au motif qu'en 2027, il ne pourrait pas se représenter. Donc, dès mai 2022, l'obsession, ça a été l'élection présidentielle suivante, et ça incite très peu les forces politiques au compromis, parce que si elles se livrent à un compromis qui peut être perçu par leur électorat comme une compromission, elles vont être au gouvernement et elles devront assumer un bilan, ce qui est beaucoup plus difficile que de proposer une alternance. Donc ça aussi, ça ne facilite pas du tout l'entente, les accommodements, la bonne volonté pour essayer de travailler de manière conjointe. Donc attendons donc 2027, il y a encore quelques mois avant les élections présidentielles pour peut-être y voir plus clair. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Tussaud pour votre analyse, votre expertise sur cette crise politique actuelle. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et directeur du Centre de recherche de l'École de droit de Sciences Po. Bonne matinée à vous. Merci. Merci.